Je suis né albinos, mes parents sont noirs de peau, donc du coup ça crée une incompréhension quand tu es jeune. Quand tu arrives à l'école, on te pose la question pourquoi tu es comme ça, et donc du coup tu donnes les réponses que tes parents t'ont données, et on te dit mais c'est pas possible, tu as été adopté. T'as fini par le croire. J'ai fini par le croire. Hassan, mon ref, c'est comment? Ça va, hein? Et toi? Tranquillement? Tranquille. Bon, déjà, merci de nous avoir reçus. Enfin, l'interview, on l'a fait. C'est normal déjà, et enfin ouais, c'est vrai que ça fait longtemps qu'on devait le faire. Je suis content en tout cas que tu sois là. À la maison en plus. Du À coup, la maison. t'es jeune villois, je suis jeune villois. Exactement. C'est À carrément mon ref. domicile. On est où ici là précisément? Ici, on est dans mon quartier, là où j'ai grandi depuis que je suis né du coup. Aujourd'hui, j'ai 24 ans, je suis encore ici. C'était important, excuse-moi, de venir ici pour expliquer un petit peu mon histoire et voilà, rendre hommage un petit peu à toutes les personnes avec qui j'ai grandi ici. Ok. En plus, bah, justement, vous, dans la ville, on va dire qu'à la news, c'est le nom du quartier. Vous n'êtes pas nombreux, mais vous êtes réputés pour être bien soudés. Tu vois, ça se voit. Dès que tu Très vas ici, solidaire, ouais. c'est petit, c'est très familial. Je te le redis, c'est encore un plaisir pour moi. Ici, tu vois, tu as pu faire les 400 coups. Avec tes gars, tout ça, nous, on a 5 ans d'écart. C'est-à-dire, moi, je voyais ta génération, tu vois, vous étiez un peu plus jeune. Je te vois de dos un petit peu, c'est-à-dire que je ne te connaissais pas tant que ça. Du coup, je te laisse nous expliquer un petit peu comment est-ce que toi, tu étais quand tu étais plus petit. En plus, là, aujourd'hui, justement, c'est les résultats pour le brevet des collèges. Ouais. Tu vois, depuis, je vois, tu demandes aux petits est-ce qu'ils ont eu leur brevet, comment ça s'est passé. Dès qu'ils disent oui, tu les félicites, tout ça. C'est trop important pour moi. C'est vraiment, déjà, au-delà d'être une cité familiale, c'est une ville familiale. Là, demain, si je sors des portes de ce quartier-là, je m'entends bien avec tout le monde. Pour la plupart, en tout cas, il n'y a pas forcément de problème. Si demain, j'ai besoin de quoi que ce soit, la plupart, ils seront là pour moi et moi, je serai là aussi pour eux. Et maintenant, à travers cette cité-là, bah, on a tous grandi ensemble, tu vois. Je suis né ici, j'ai vu les enfants grandir, les gens m'ont vu grandir ici. On a partagé pas mal de choses. Et je trouve ça important de garder ce lien, tu vois, que ce soit avec les mamans, les papas ou même les enfants, tu vois, et leur montrer que voilà, même si on ne vit pas régulièrement ensemble dans une maison ensemble, dès qu'ils sortent de chez eux, ils sont aussi avec de la famille, on sera toujours là pour eux. Et c'est super important, je trouve, de garder ce lien-là, en fait. Ouais, je suis totalement d'accord avec toi. Et je le vois depuis tout à l'heure, hein. Il y a plein de darons qui passent, etc. Ça te regarde, ça fait coucou et tout. Ouais. En tout cas, c'est bien. Et du coup, vu que tu es pas mal soutenu justement dans la ville, notamment à la news, déjà, est-ce que toi, tu comptes le rendre à la ville? Et si oui, comment est-ce que tu comptes le faire, tu vois, pour la jeunesse, pour les petits? Super important pour moi de rendre hommage à la ville si demain tout se passe comme je le souhaite. Avant même la ville, bah, l'environnement dans lequel on est actuellement. Donc vraiment rendre hommage à toutes les personnes de cette cité, parce qu'ils ont été là pour moi dans des moments très bons comme dans des moments excuse-moi, très compliqués. Et pour la ville aussi, parce que c'est plaisant en fait de se sentir soutenu par ta ville, par les élus du maire, par le maire même, de voir que le maire te reconnaît pour les projets que tu peux faire. Alors que généralement, c'est des projets qui parlent peut-être plus aux jeunes, ou, tu vois. Mais de savoir que le maire de ta ville voilà, te soutient par rapport à ce que tu fais, c'est ça fait chaud au cœur en fait. Donc du coup, à l'avenir, j'aimerais bien m'entretenir avec lui et voir ce qu'on peut faire de mieux pour la ville, pour aider les jeunes qui aimeraient voilà, avoir des projets pro comme nous, pour aider les jeunes voilà, à s'insérer un petit peu plus facilement et à ne pas rester bloqués en fait, parce que c'est le problème malheureusement des quartiers. On nous donne tellement pas suffisamment la parole, on nous laisse tellement dans notre cocon que malheureusement, bah, c'est compliqué en fait de pouvoir exprimer son art. C'est très très dur. Ouais. Et j'aimerais. Donc l'idée, ce serait peut-être justement voir avec la ville comment, en tout cas, qu'est-ce que vous pourriez mettre en place Exactement. pour favoriser cette émergence-là, enfin, donner tout simplement la parole plus facilement aux jeunes et que les jeunes se limitent moins et qui se permettent de plus laisser exprimer tout simplement bah, leur art, ce qu'ils aiment. Ça serait top. Franchement, Okay. c'est un grand objectif que je me fixe. Et j'espère que je pourrai le mener à bien. En tout cas, si je ne le fais pas de manière aussi grande, je le ferai quand même d'une manière ou d'une autre. Ça, c'est quelque chose que je me fixe vraiment comme objectif. C'est vraiment quelque chose de très important pour moi. Moi, j'ai une petite question du coup qui me vient en tête. Tu imagines bien que ce n'est pas une question par hasard. Hein. Dis-moi. Toi, l'avantage avec cette interview-là, c'est que, mon gars, je te connais depuis qu'on est petit. Tu vois. C'est vrai. Je vois, tu vois, déjà depuis l'époque. Tu vois, moi, j'ai des anecdotes. Tu connais, j'ai une ville, c'est une ville de Charrière. C'est une ville de Charrière. Toi, tu es touché par l'albinisme. Et tu as vu, même si des fois, tu vois, il y a de la rigolade, la problématique, c'est que des fois, si les gars, ils vont un peu loin, tu vois. Et
J'aimerais bien que toi, tu nous dises un petit peu comment est-ce que toi, tu as pu vivre ton enfance, et même au-delà de ça, pas que pour Gennevilliers, tu vois, même je pense dans la globalité. Donc ça peut être à l'école, au niveau du foot, je sais que tu étais un footballeur aussi. Disons qu'étant jeune, j'étais assez timide, même beaucoup timide, très renfermé. Je suis né albinos, mes parents sont noirs de peau. Donc du coup, ça crée une incompréhension quand tu es jeune parce que tu sais pas forcément d'où est-ce que ça sort, tu vois. Tu es un peu dans l'ignorance au début, tu poses des questions, on y répond, ça rentre dans une oreille, ça ressort par l'autre parce que tu n'arrives pas vraiment à prendre conscience de la chose qu'on est en train de te raconter parce que pour toi, quand tes parents sont noirs, tu es censé sortir noir, quand tes parents sont blancs, tu es censé, excuse-moi, sortir blanc. Et quand tu vois qu'il y a un contraste comme ça, c'est déjà compliqué de se dire que tu n'es pas comme tes parents en fait. Donc du coup, c'est quelque chose qui m'a été expliqué par mes parents étant jeune. Et quand tu arrives à l'école, on te pose la question pourquoi tu es comme ça. Et donc du coup, tu donnes les réponses que tes parents t'ont données. Et on te dit mais c'est pas possible, tu as été adopté. Tu vois. Et tu dis non, je n'ai pas été adopté, c'est la vie qui est comme ça. Etc. Carrément, on te disait ça. Ouais, vraiment. Et en fait, on me le disait une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, jusqu'à un moment où c'est vraiment rentré dans ma tête, tu vois. Et donc, tu as fini par le croire. J'ai fini par le croire, tu vois. Et quand tu es jeune, tu es assez influençable, on va dire. Ouais. Donc ça a créé une réelle incompréhension dans mon cerveau. J'en ai fait part à mes parents, ils m'ont bien réexpliqué la chose, etc. Et du coup, comment toi, tu as pu sortir de ça? Comment tu as grandi avec ça, tu vois? Déjà, c'est la naissance de mon petit frère qui m'a fait prendre conscience de la réalité de la chose. Parce que je l'ai vu naître, en fait. Je l'ai vu sortir du ventre de ma mère, donc j'ai su que c'était quelque chose de réel, en fait, tu vois. Que ce que mes parents me disaient, c'était vraiment réel. Je dis pas que, voilà, ils me racontaient des mensonges, mais quand on est jeune, tant qu'on n'a pas toutes les preuves devant nous pour croire à une chose, c'est assez compliqué. En tout cas, moi, dans mon cas, c'était assez compliqué. Donc du coup, quand mon frère vient au monde, c'est là que je prends en fait conscience de toutes ces choses-là. Ma personnalité elle change, ma vie change et ma vision des choses change aussi. Et j'étais très jeune à ce moment-là, je devais avoir, j'avais 9 ans, 9-10 ans. Je suis en CM2 et je vais pas tarder à aller au collège. Et j'avais déjà des a priori d'aller au collège parce que je ne m'assumais pas encore à 100% et j'allais côtoyer encore un plus grand groupe de personnes et j'allais devoir donner des réponses à encore un plus grand groupe. Ouais. Disons que j'étais un peu réticent par rapport à ça, mais il fallait l'affronter, tu vois. Comme tout le monde, je suis obligé d'aller à l'école. Donc j'y vais. Et en fait, une fois arrivé en 6e, bizarrement, j'ai été super bien accueilli par la plupart des élèves. Les grandes massités, ils étaient encore au collège. Il y en avait qui étaient en 4e, d'autres en 3e. Du coup, ils te connaissaient déjà. Avec eux, ils me connaissaient déjà. J'étais entre guillemets chez moi alors que je venais d'arriver, tu vois. Donc ça m'a rassuré. Finalement, ça s'est mieux passé que prévu. Ça s'est mieux passé que prévu. Je ne cherchais pas forcément à être rassuré, mais quand même un petit peu. Les mêmes questions qu'on me posait en primaire, elles revenaient au collège. Il y a un CDI au collège. Et je me souviens qu'un jour, j'avais pas cours. Donc j'ai vraiment pris l'initiative d'aller derrière un ordinateur et de vraiment aller chercher ce que c'était l'albinisme de moi-même. Au-delà de ce qu'on pouvait me dire de gauche à droite, je voulais vraiment m'informer en fait. Ok, avoir tes propres réponses et juste pouvoir tout simplement répondre en fait aux gens avec peut-être des éléments un peu plus poussés que ce qu'on avait pu te donner jusqu'à là. Exactement. Et du coup, qu'est-ce que tu as découvert? Qu'est-ce que j'ai découvert? Qui a peut-être pu te changer? Déjà, j'ai découvert que j'étais pas le seul, parce que je pensais que j'étais le seul, j'en avais jamais vu. Je pensais que c'était quelque chose qui n'arrivait qu'en Afrique, alors qu'en fait non. J'ai tourné un clip en 2016 avec Romain Gavras en Chine, et j'ai aussi compris qu'il y avait même des albinos qui étaient asiatiques. Ouais. Donc j'en apprends tous les jours, même encore aujourd'hui. Et ça m'a rassuré déjà. C'est vrai que les gens ils ont tendance à croire que ça peut toucher que les Renois, mais en vrai, ça touche partout. L'albinisme, c'est tout le monde. Hein. Ça touche partout. Ça se voit peut-être moins. Ouais, ça se voit un peu moins. On les met un peu moins en valeur. D'autres, ils sont assez encore renfermés. Même à leurs 30 ans, ils sont très renfermés. Malheureusement, on ne peut pas leur en vouloir. Et du coup, en tant que... Parce qu'en vrai, t'es un Renois, tu vois. T'es un Renois, mais sur ta peau, tu vois, ça se voit pas au premier abord. Comment est-ce que, du coup, on le vit? Est-ce que les gens, au final, ils te traitent comment, tu vois? Comment est-ce que les gens ils s'adaptent à toi? Moi, je me souviens, tu vois, la dernière fois, quand on s'était vu, quand on était venu, t'expliquais un petit peu, tu vois. J'ai pas trop voulu creuser, justement, pour attendre l'interview. Mais tu vois, t'expliquais un petit peu que la discrimination, elle n'est pas pareille, tu vois. T'es pas vraiment discriminé directement, en tout cas, comme un Renoir. Comment est-ce que ça se matérialise? En tant qu'albinos ou dans la vie de tous les jours, en tant qu'une personne discriminée? En tant qu'une personne discriminée dans la vie de tous les jours. Disons que moi, en tout cas, à l'époque où
sentais qu'il y avait de la discrimination, entre guillemets. Pour moi, en fait, les mentalités, elles étaient beaucoup trop fermées et qu'on n'expliquait pas suffisamment les choses. On ne donnait pas la parole suffisamment aux gens, justement, qui étaient dans ces situations-là. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui existe toujours, à une grande échelle. Je ne dis pas que ça s'est atténué par rapport à avant, mais disons qu'aujourd'hui, on nous laisse plus la parole à nous qu'avant. Okay. Alors je dis nous, très sincèrement, aujourd'hui, je ne ressens plus de discrimination me concernant, en tout cas beaucoup moins. Mais je dis nous parce que j'en ai connu, donc je m'incorpore dans ce groupe. Faire comprendre qu'aujourd'hui, le fait même que tu sois là, ça me permet d'en parler, de tout ça. Et il y a 10 ans en arrière, ce n'était pas aussi facile de pouvoir parler de tout ça. D'accord. Donc oui, ça existe toujours. Mais il y a beaucoup plus de moyens pour changer les mentalités au quotidien et je trouve ça cool en fait. Et du coup, ça me donne envie de te poser cette question-là. Comment est-ce que toi, tu penses, quel a été le mécanisme? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, justement, c'est beaucoup plus accepté, entre guillemets, même si en vrai, il n'y a pas à accepter qui que ce soit. Les gens, ils sont là, ils existent, ils n'ont pas à être validés ou non. Pour toi, en tout cas, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, les gens peut-être sont beaucoup plus ouverts? C'est une bonne question. Sincèrement, je pense que les gens s'assument plus, qu'aujourd'hui, il y a plus de moyens pour aider les gens à s'assumer. Et c'est ce qui aide aussi. C'est ce qui aide. Les gens font preuve de beaucoup plus de compréhension. Et quand les gens font preuve de compréhension, ça aide aussi. Ça aide aussi à s'exprimer plus facilement, à sortir plus facilement, à faire de sa différence une force plus facilement. Dans un monde, il faut un peu de tout pour faire un monde. Ouais. Et les gens commencent à le comprendre difficilement. Ça prend du temps et ça prendra encore plus de temps pour que ça se fasse encore plus. Mais il y a du changement. Et toi, tu ne penses pas peut-être que c'est peut-être aussi lié au fait que, mine de rien, on a certaines icônes, tu vois, entre guillemets, qui sont touchées par l'albinisme, tu vois, qui ont aussi popé, tu vois, qui ont émergé en s'assumant totalement et qui ont mis un peu ce truc de, j'ai pas envie de dire à la mode, tu vois, c'est pas, tu vois, c'est entre guillemets, c'est ta vie, t'es comme ça peut pas être une mode, tu vois, mais en tout cas, qui ont rendu ça. Tu sais, en vrai, c'est stylé, c'est frais, tu vois. Tu sais, on voit des personnes qui sont touchées par l'albinisme sur des podiums. Tu vois, tu as des rappeurs comme Kalash Criminel, on t'a vu, tu vois, dans certains de ses clips. Dans des films également, tu as pu jouer des rôles importants. Est-ce que tu ne penses pas que tout ça, justement, ça contribue aussi au fait que, mine de rien, vous prenez une place beaucoup plus grande dans tout ce qui est la culture sur la scène et vous la prenez d'une belle manière? Ouais. Franchement, ouais, Kalash Criminel, pour parler de lui, c'est une personne qui a donné beaucoup de force à beaucoup d'albinos. En tout cas, moi, je le vois au quotidien. Il y a Chilo aussi, qui fait des vidéos sur TikTok, qui est très suivi. Effectivement, par exemple, bah ouais. Il fait du très bon contenu qui parle beaucoup aux jeunes. Limite, il y a des fois où on me croise dans la rue, on me confond avec lui, etc. Ah ouais, carrément. C'est une fierté. Franchement, c'est une fierté, même si, bon, j'aurais aimé qu'on m'interpelle pour moi ce que je fais. Le fait même qu'on m'appelle Chilo, c'est une fierté dans le sens où ça montre qu'en fait son travail il est reconnu et que ce qu'il fait c'est pas anodin, c'est vu vraiment par toutes les personnes qui sont touchées par ces vidéos-là et ça montre que voilà, il s'exporte et j'aimerais même et je lui souhaiterais même qu'il s'exporte davantage pour qu'il puisse faire ce qu'il a prévu de faire par rapport à ses projets. Ouais. Et pour revenir sur Kalash Criminel, il arrive cagoulé dans le rap. Rien que ça déjà ça fait un gros boom parce que il arrive, franchement moi je me souviens, il arrivait très fort. Il arrivait fort. Il a remis une nouvelle vague, un nouveau truc, confiance en lui, tout, confiant totalement. Moi, je trouve qu'il a imposé le respect, tu vois, aussi de cette manière-là. Et d'ailleurs, tiens, vu qu'on parle de Kalash Criminel, on a parlé un peu du fait que t'es acteur et tout. Toi, à la base, tu vois, tu faisais du foot, tu jouais au CSMG, t'es de la même génération que mon petit frère. Comment est-ce que t'es passé du foot justement à tout ce que tu fais aujourd'hui? Aujourd'hui, il me semble que, enfin, en tout cas, je pense pas que t'aies continué une carrière de footballeur. Et tu vois, comme je t'ai dit, on te voit aujourd'hui en tant que modèle photo, en tant qu'acteur, tu apparais dans des clips. Comment est-ce que le process s'est fait? Comment est-ce que la passerelle elle s'est faite? Disons que déjà quand je faisais du foot, moi je jouais avec une casquette. Je jouais avec une casquette parce que nous les albinos, on est très fragiles au soleil et j'insiste sur le trait. Si on ne se protège pas assez du soleil, on peut attraper des coups de soleil très rapidement, des cancers de la peau très rapidement. Ce qui fait qu'il faut systématiquement être protégé. Tu vois, même à l'ombre, favoriser la crème solaire. Donc pour tous les albinos qui me regardent, ne prenez pas ça à la légère, c'est super important. Et donc du coup, oui, je jouais avec une casquette, ça passait pendant une certaine période. Et au bout d'une certaine période, ça passait plus. Quand il fallait montrer mes qualités de footballeur dans des instances un peu plus grandes pour évoluer et aller un peu plus loin, ça passait pas. Parce qu'un footballeur qui joue avec une casquette, on n'en voit pas. Ouais. Et même quand tu expliques pourquoi tu joues avec une casquette, ça rentre par une oreille et ça ressort par une autre oreille. Pour eux, c'est pas comme ça, tu vois. Et donc, à mes 12 ans,
Il a fallu que justement je passe une détection. Et à cette détection-là, en fait, le dirigeant me dit concrètement qu'il n'est pas pour que je joue avec ma casquette. Et moi, je lui dis que je ne peux pas parce qu'il y a le soleil et que pour ma peau, il faut que je sois protégé. Et il me dit, bah écoute, il n'y a pas de souci, tu peux jouer avec. Et puis, j'ai fait ce que j'avais à faire. Ça s'est très bien passé. Franchement, j'ai fait ce qu'il fallait que je fasse par rapport à cette détection-là. Et donc, du coup, suite à tout ça, ta carrière de foot, tu n'as pas pu la continuer. Ouais, c'est ça. Aujourd'hui, Dieu merci, moi, j'ai quand même l'impression que tu as pris une bonne revanche sur tout ça. C'est-à-dire que ce qui a pu te causer du tort par le passé, aujourd'hui, en tout cas, te permet de bosser dans un domaine que tu apprécies. Même si effectivement tu travailles aussi pour ça, tu vois, c'est pas juste parce que tu es albinos que tu es dans ça, tu travailles aussi. Mais en tout cas aujourd'hui, ça peut t'aider. Comment est-ce que toi tu le perçois? Est-ce que tu vois ça peut-être un peu comme une revanche en vrai sur la vie ou comment tu vois ça? Ouais, je vois ça comme une revanche. Après, je suis quelqu'un de très croyant, tu vois. Donc si Dieu a décidé que ça devait se passer comme ça, bah voilà, ça se passe comme ça et on accepte. Peut-être même qu'arrivé à mes 16-17 ans ou peut-être même avant, j'aurais pas pu suivre le rythme au niveau du foot et je serais pas tombé dans le domaine dans lequel je suis aujourd'hui. Donc on prend tout avec beaucoup de recul. Et aujourd'hui, bah, c'est un plaisir en fait d'exercer le métier que je fais, tu vois, entre être acteur et être mannequin et faire aussi un peu de photo en tant que modèle. C'est vraiment un pur plaisir. Je suis tombé dessus par hasard. Je n'avais pas la passion que j'ai aujourd'hui à mes débuts. Donc, Et comment c'est arrivé? comment c'est arrivé? En exerçant. En exerçant, en voyant aussi l'attention qu'on me donnait. C'est vraiment incroyable en fait la place qu'on nous donne, l'attention qu'on nous donne, l'amour qu'on nous donne aussi. Et on voit vraiment qu'il y a beaucoup de choses à faire en fait. Il y a beaucoup de choses à faire. Ouais, mais toi, comment est-ce que, en fait, ton premier rôle par exemple, comment tu l'as eu? Comment tu t'es retrouvé sur un shooting? Avant de me retrouver sur un shooting, bah, en fait, comment ça s'est passé juste après que j'ai stoppé le foot. Pendant 2 à 3 ans, j'ai tout stoppé. Donc du coup, j'allais à l'école normalement, etc. Je faisais plus vraiment de sport, du moins. J'allais toujours au foot, mais un peu, j'y vais une semaine, la semaine d'après, j'y vais plus. Et t'étais dans quel mood dans cette période-là? Est-ce que J'étais pas bien. est-ce que c'était difficile? J'étais pas bien parce que c'était une période où je commençais à me découvrir. Je me cherchais un petit peu aussi. Je commençais à me créer mon petit cocon, à me faire de nouveaux amis. Je grandissais, il y avait la puberté, etc. qui venait. Enfin, il y avait plein de petites choses qui commençaient à s'accumuler. Donc du coup, c'était un peu compliqué. C'est un petit peu la crise d'ado, comme on dit, tout simplement. Voilà, c'était dur. Mais un beau matin, il y a une agence de mannequinat qui s'appelle Smith Smith qui m'ont contacté par mail. Ils m'ont fait la proposition de voilà, se rencontrer pour pourquoi pas travailler ensemble à l'avenir sur Des projets. Et donc, sur des projets. ça a été ça le début. Le début, ça a été ça. Du coup, moi, j'aimerais bien, tu vois, qu'on reste un peu vraiment sur cette phase, tu vois, où c'était peut-être un peu plus difficile. Okay. Tu vois, parce que, voilà, dans la vie, on a toujours tendance à enjoliver un peu les histoires, etc. Mais tu as vu, il y a toujours le revers de la médaille. Il y a beaucoup de sacrifices, etc. Les gens ils passent par des moments, ils sont bas, tu vois, avant d'être au top. Tu as un moment ou l'autre, tu vas être dans le bas. Et est-ce que toi, tu as des anecdotes, tu vois, à ce moment-là, tu vois, de choses peut-être que tu disais ou que tu faisais peut-être qui pouvaient te permettre justement de garder la tête au-dessus de l'eau? Comment tu faisais pour continuer à avancer? C'est une bonne question. Sincèrement, c'est une très bonne question. Disons que j'ai cette capacité, même si je vis des moments très compliqués, à m'adapter en fait à la situation assez rapidement. C'est-à-dire que je savais que j'étais pas bien. En fait, le fait d'aller à l'école et de voir mes amis systématiquement, de travailler, de faire des contrôles, de réviser, en fait, quand j'ai l'esprit occupé, ça me permet en fait d'oublier déjà les problèmes que j'ai à côté et de relativiser assez facilement. Donc du coup, j'étais conscient de la difficulté qui m'était imposée à ce moment-là, mais il y avait pas mal de facteurs qui faisaient que je relativisais beaucoup. Et au fil du temps, bah, j'étais jeune, donc je n'avais pas encore ce recul au niveau de la religion. Et j'ai appris à m'en rapprocher petit à petit. Et aujourd'hui, bah, c'est ma base en fait. Si la religion, elle n'est pas là, je ne tiens pas, tout simplement. J'ai perdu ma mère au mois de janvier. C'est un sentiment que même là, je ne peux pas t'expliquer en fait. Tant que tu ne le vis pas, tu ne peux pas comprendre, tu vois. Tu peux en parler ne serait-ce que 2 minutes, la personne va comprendre. Au bout de la 3e minute, elle va passer à autre chose, tu vois, parce qu'elle ne connaît pas encore ce sentiment-là. Et disons que si la religion n'était pas là, je pense que même cette interview, on ne l'aurait même pas fait en fait, tu vois, parce que c'est vraiment quelque chose qui m'a permis de garder vraiment espoir, matin, midi et soir,
Et de toute manière, je suis obligé pour le petit frère que j'ai. Ouais. Je ne peux pas me permettre d'être dans le mal devant lui parce que automatiquement ça va créer des mauvaises choses aussi pour lui et c'est pas le but. Il faut qu'il grandisse dans de bonnes conditions et que même si j'ai le droit de pleurer, j'ai le droit d'être mal, je me dois de jouer ce rôle de pilier en gros, on va dire, que ce soit pour ma grande sœur, aussi pour mon petit frère, mais aussi pour mon père maintenant. Effectivement, en janvier en plus, j'étais là, tu vois. Effectivement, tu avais perdu ta mère, paix à son âme. Et je me souviens que même moi, j'étais aussi, tu vois, du coup, j'ai assisté à l'enterrement et je me souviens que l'atmosphère, elle était lourde, très, 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 très lourde. Je me souviens, moi, ça m'avait marqué. Enfin, franchement, pendant un bon 2 jours, ça m'avait remis carré tout, hein, pendant un bon 2 jours. Après, tu vois, il y a la vie qui fait qu'on avance. Toi, je pense que, vu que là, tu as été impacté en premier lieu, je pense que tu n'es pas passé aussi vite à autre chose. J'ai quand même senti, tu as vu que malgré que c'était difficile, franchement, je t'ai senti fort ce jour-là, tu vois. Je te voyais même avec ton père, avec ton frère, tout ça, tu réconfortais ton petit frère. Je me disais, en fait, je sais pas comment est-ce qu'il fait. Parce que là, il est frappé de la même manière que sa famille. J'avais l'impression que tu étais là, plus pour eux encore que pour toi-même. Après ça, tu as vu, voilà, tu vois, moi, comme je t'avais dit, on voulait faire l'interview et tout. On n'a pas pu la faire du coup. Et moi, j'hésitais à te la proposer, tu vois. Et quand je suis venu te la proposer, je m'attendais à ce que tu me dises non, parce que je me suis dit que tu n'allais pas être spécialement bien ou prêt. Et tu m'as dit oui. Tu m'as dit que tu étais dispo. Et du coup, là, j'ai senti une force de caractère. Du coup, comment est-ce que toi, justement, tu as fait? Tu m'as dit que tu avais beaucoup la religion même, et tu le fais pour ton petit frère, tu vois. Comment est-ce que ça s'est matérialisé pour toi, tu vois, ce truc? Qu'est-ce qui a réellement fait, tu vois, que tu t'es maintenu et que tu as continué? En fait, quand ces événements-là se sont passés, la première des choses que j'ai faites, c'est prier en fait. Je peux faire que ça parce que l'événement est arrivé, tu l'as vu, tu l'as vécu. Après, là aujourd'hui, je m'exprime. Il y a certaines personnes qui ne sont pas forcément croyantes. Donc pour eux, ce que je vais dire là, ça va pas forcément être réel pour eux, mais pour moi, c'est une grande réalité. Et encore aujourd'hui, même si ma mère n'est plus là, je continue à prier pour elle, je continue à agir pour elle d'une manière ou d'une autre. La prière, c'est quelque chose qui me soulage en fait. Ok. Il y a des moments où je suis bien, il y a des moments où je ne suis pas bien du tout. Et dans ces moments-là, justement, je me concentre beaucoup sur la religion. Je passe au cimetière pour aller voir ma mère. C'est vraiment des moments qu'il me faut en fait pour garder espoir dans la vie de tous les jours et aussi pour mes projets. Il y a même un jour où je me suis posé la question de tout arrêter. Mais en fait, j'avais pas la tête tranquille ce jour-là. Et le surlendemain, en fait, je me suis dit non, tu peux pas arrêter. Ouais. Ma mère, elle m'a vu faire des projets pro. Je ne sais pas si elle me voit de là où elle est, mais elle n'aimerait pas que je stoppe mes projets par rapport à ça. Ouais. Et toutes les personnes qui m'ont soutenu, donc le 3/4 des habitants de cette cité, les 3/4 des habitants de Gennevilliers, parce qu'il y avait énormément de monde au cimetière, à la mosquée le jour de la prière, c'est quelque chose qui m'a vraiment fait chaud au cœur. J'ai vu qu'en fait, il y avait énormément de gens qui comptaient sur moi pour prendre soin de mon frère, de ma famille, mais aussi pour continuer ce que je fais dans la vie de tous les jours. Donc rien que pour ça, déjà, je peux pas stopper. Et pour continuer là-dessus, je sais en fait que je peux apporter pas mal de choses dans ce que j'exerce. Et attention, c'est pas de la prétention, c'est vraiment de la confiance en fait. J'ai fait pas mal de projets, j'ai vu ce que ça pouvait créer derrière. Et c'est peut-être même ma mission, tu vois. Je suis peut-être venu sur Terre pour apporter une plus-value, pour motiver certaines personnes à faire plus que moi, à s'en sortir aussi. Et rien que pour ça, je ne peux pas arrêter en fait. Je me dois de continuer, même si je vis des moments très compliqués. Il faut prendre sur soi. Il y a des gens qui ont vécu des choses beaucoup plus difficiles que moi. Il y a des gens qui n'ont pas connu leurs parents. Il y a des gens qui voilà, ont été abandonnés par leurs parents, qui ont été battus à la naissance. Enfin, des choses très compliquées. Il y a toujours pire que soi. Exactement. J'ai reçu des témoignages après un interview que j'ai fait chez Combini. J'ai dû relire 3 ou 4 fois les messages pour vraiment comprendre en fait la dureté de la chose. Rien qu'à travers des mots, à travers des actes, j'ai vu que je pouvais en aider plus d'un. J'ai vu des gens pleurer devant moi, rien qu'en exprimant des mots basiques. Mais c'est des choses qu'ils voulaient entendre. C'était la réalité et ils avaient besoin de l'entendre. Tout à l'heure, tu me parlais de ton petit frère Elias. Je vois qu'il est très proche de toi. Tu le ramènes avec toi sur des shootings, quand tu as des events, etc. Je vois qu'en tout cas, tu es un grand frère protecteur et tu le prends beaucoup sous ton aile. Si toi, tu pouvais lui donner des conseils là, aujourd'hui, je pense qu'il va regarder l'interview. Si là, il devait regarder l'interview et que tu devais lui donner un conseil justement, à travers la caméra, peut-être quelque chose que tu ne lui dis pas forcément en face et que tu pouvais lui dire là tout de suite, là.
ce serait quoi? Des conseils, tu vois, par rapport au milieu dans lequel il va rentrer potentiellement, par rapport au monde, par rapport à des choses que toi, tu as peut-être pu vivre et que lui, il n'a pas encore vécu. Qu'est-ce que tu lui dirais? Donc, disons déjà que l'enfance que moi j'ai connue, d'un œil extérieur, je vois que mon frère n'a pas du tout vécu la même chose que moi en fait. Je le sens beaucoup plus fort lui à son âge que moi je l'étais quand j'avais son age. Du coup, je lui dirais en premier lieu de garder la même mentalité, qu'il continue à vivre sa vie. Parce que moi, à son âge, j'avais pas la même mentalité. En fait, j'ai pris en maturité très très vite suite aux événements que j'ai pu vivre. Ce qui fait que j'ai bien vécu mon enfance, mais elle s'est stoppée très vite. Et au bout d'un certain âge, j'avais du mal à rester en fait avec les jeunes de mon âge. Pas que c'était des gamins ou quoi que ce soit, rien à voir, ils vivaient avec leur âge. Mais moi en fait, ma mentalité, elle était... J'avais vécu trop de choses en fait et ce que je pouvais vivre au quotidien avec les personnes de mon âge ne me suffisait plus. J'avais besoin en fait de renforcer mon mental et je pouvais le faire qu'avec des gens qui étaient plus grands que moi. Le conseil principal que je pourrais lui donner, c'est vis ta vie avec ton âge, prends ton temps. La vie, c'est pas une course. Garde cette même mentalité. Prends ton frère pour un exemple, mais encore une fois, vis ta vie. Va chercher ce que tu as Ne te envie de limite chercher. pas à ça en fait. Exactement. Va chercher ce que tu as envie de chercher et ne te limite pas à ce que tu vois dans la vie de tous les jours. Va chercher encore plus loin. Aujourd'hui, tu travailles bien à l'école, même si tu as des projets pro à côté, favorise l'école. Et quand tu finis l'école, là, donne du crédit au projet que tu aimerais mettre en place. Ton frère, il est là. Tu as pas mal d'entrepreneurs au sein de la ville, des gens comme toi, des gens comme Soyeb qui est juste à côté, qui peuvent aussi t'aiguiller. Et voilà. Simplement. Elias, ça c'est des conseils importants du grand frérot, j'espère que tu as su. Tu disais justement parmi les conseils qu'il était important de prendre son temps. Et moi j'ai l'impression que, tu vois, par rapport au début, il y a un moment on te voyait beaucoup, et depuis silence radio. Et tu vois, j'ai pas l'impression que ce soit un silence parce que tu n'as rien à dire. Je pense que c'est un silence parce que justement, toi, tu prends ton temps aussi. Je pense qu'il y a des choses qui se passent un peu dans l'ombre. On voit très peu d'actu de toi sur les réseaux. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu justement à quoi est dû ce silence, sans peut-être trop parler si tu n'as pas envie de trop parler? Non, je peux te le dire. Disons qu'à une période, en fait, je sentais beaucoup d'attention envers ma personne, de par les projets que j'avais pu faire auparavant. Et petit à petit, je commençais à me perdre. Parce qu'en fait, j'exerçais ces projets-là pour faire plaisir au monde. Mais moi, je ne me faisais pas plaisir. Quand j'ai ressenti que vraiment, je prenais plus plaisir à faire toutes ces choses-là, je me suis un petit peu écarté pour me reconstruire. Parce que c'est très important de se reconstruire dans ce milieu-là. Et même dans la vie de tous les jours, c'est très important de ne pas se limiter à ce qu'on peut faire dans l'instant T, mais à ce qu'on peut faire vraiment dans le temps. Il a fallu que je me reconstruise, en fait, que je revoie un petit peu mon entourage parce qu'il y avait aussi des gens qui n'étaient pas forcément là pour mon bien, et ça, plus pour le leur. Du coup, tu as pu sentir justement aussi qu'effectivement, autour de toi, il y avait peut-être des personnes, nous aussi, pas forcément positives en tout cas, et pas bonnes pour ta vie tout simplement, qui sont venues suite à ton parcours en fait. Exactement, mais je leur en veux pas. Ouais. Je leur en veux pas parce que disons qu'en fait dans la vie, quand on grandit avec une personne et que cette personne obtient plus que toi tu as déjà, en fait malheureusement, indirectement ça crée de la jalousie ou de l'envie. Mais c'est pas forcément un sentiment voulu de ces gens-là. C'est pas en mode toi tu as réussi, je vais décider d'être jaloux de ce que tu as. C'est un sentiment naturel qui arrive comme ça. Et quand ce sentiment arrive, c'est là en fait que la personne peut avoir des comportements assez compliqués en fait à prendre en compte et qui peuvent atteindre aussi malheureusement parce que c'est des gens que tu considères et voir cette partie-là de leur personne, c'est compliqué. Et tu sens que si demain tu as encore plus, ce qu'ils peuvent ressentir, ça peut être vraiment nocif pour toi. Donc il faut que tu mettes une distance. Tu mettes une petite distance, tu vois. Pour te protéger. Et malheureusement, c'est quelque chose que je ressentais trop. Et j'étais jeune en fait à ce moment-là, j'avais 17-18 ans. Ouais. Et je sentais que j'étais à une période où mes projets commençaient vraiment à prendre une vraie valeur. Donc il fallait vraiment que je revoie mon entourage, je me revoie moi-même à revoir mes réelles priorités. C'était très très important pour moi. Du coup là, on commence à arriver vers la fin de l'interview. Donc là, tu vois, par rapport à tout ce que tu as pu me dire, je pense que déjà toi, tu dois avoir beaucoup de choses que tu aimerais réaliser à l'avenir, avoir de l'impact en réalité. Je pense que c'est vraiment ça. Ouais. C'est même plus juste une histoire de kiffer ou de faire un truc que tu aimes, mais c'est vraiment profiter peut-être de ce que la vie te donne, de ce que Dieu te donne pour justement avoir un impact.
Tu vois, en Afrique, par exemple, il y a des personnes qui sont touchées par la même maladie que toi. Et là-bas, c'est beaucoup plus compliqué. Déjà, premièrement, il y a le soleil, il fait beaucoup plus chaud. Il y a moins de moyens aussi pour protéger. Il y a des fausses croyances. Malheureusement, il y a des enfants qui se font enlever, qui se font tuer à cause de ça. Et du coup, j'aimerais savoir, toi, sans forcément spoiler, hein, tu vois, tu connais, tu jauges le niveau de ce que tu vas dire. Mais j'aimerais savoir, toi, en tout cas, ce serait quoi ta réponse face à ça? C'est-à-dire ma réponse. Ta réponse, comment est-ce que tu te vois, du coup, t'impliquer en faveur de tout ce que je viens de te dire à l'avenir? Et si oui, comment est-ce que cette implication-là se manifesterait? Bien sûr, je le fais même très indirectement, c'est juste que c'est pas, ça se voit pas en fait. Ça se voit pas forcément, tu vois, c'est des moments où je m'expose pas trop sur les réseaux. C'est des moments où je me concentre sur des personnes qui ont besoin de réponses ou qui ont besoin d'aide par rapport à leur projet pro. J'ai vu des gens commencer au plus bas. Moi, j'étais un peu plus haut qu'eux, encore une fois, sans aucune prétention. Sans jugement de valeur. Et avec pas mal de conseils, avec pas mal de contacts que j'ai pu leur donner, aujourd'hui, ils sont à un niveau, je les regarde d'en haut carrément, tu vois. Donc c'est vraiment une période où j'aide beaucoup, en fait, les gens qui ont besoin d'être aidés à travers des stories Instagram. Ça peut aller d'une story Instagram à une simple conversation, à une simple personne que je croise dans la rue. En fait, quand je vois à quel niveau je peux en motiver certains très indirectement, je me dis que me limiter à des, je ne dirais pas des petits projets parce que c'est très réducteur de dire ça, mais en fait, je sais que je peux faire de grandes choses. Et justement, pour aider une grande partie de personnes, je me dois de venir avec quelque chose de gros. Comme ça ne se limite même pas qu'aux albinos, mais même à tout le monde en fait. Okay. Donc je me bats vraiment pour venir avec quelque chose qui ne s'est pas encore fait, qui ne se fait pas, ou du moins qui se fait très peu, de telle sorte à ce que le message avec lequel je vais venir aura un grand impact. Et quand je parle de message, ça peut être très bien à partir d'un shooting photo, d'un film, d'un interview ou d'une conférence. En fait, chacune de mes interventions, j'aimerais qu'elle soit importante. Pas qu'on la voie sur le coup et que le lendemain, on l'ait oubliée. Je veux vraiment laisser une trace, en fait. Okay. Et donc, du coup, c'est pour ça aussi que je prends énormément mon temps. Actuellement, je suis sur un projet, ça doit faire 3 ans que je suis sur ce projet-là, avec une personne très perfectionniste aussi, tout comme moi. Aussi. Et du coup, c'est pour ça que ça prolonge comme ça à chaque fois? Ça prend du temps. Ça prend énormément de temps parce qu'il est très perfectionniste, je suis très perfectionniste. On se casse beaucoup la tête, mais vraiment beaucoup. Mais ce que j'ai apprécié avec lui, c'est que justement, sans me connaître, on n'avait jamais échangé auparavant. À travers les petites expositions que j'ai pu avoir, il a su cerner en fait ma personne. Et en fait, il a su s'adapter en fait. Parce qu'en fait, c'est un... Alors, comment t'expliquer ça sans te spoiler? C'est important. Ça fait 3 piges, je lui cours après pour une interview, j'arrive pas à l'avoir parce qu'il a un gros projet. Je sais qu'il ne fait pas semblant, mais ça, là, quand ça va sortir, ça va péter. Ça va péter ou quoi? On espère, Inch'Allah, comme on dit. Disons que dans ce projet-là, la place qu'il m'a donnée, c'est une place qu'on ne m'a jamais donnée. Donc, du coup, je me dois de me casser la tête pour vraiment le remercier indirectement de m'avoir donné une aussi belle place. Et moi aussi, de lui faire honneur, lui montrer que tu m'as donné cette place. T'inquiète pas qu'on va tout faire pour que ça se passe comme tu le souhaites et comme je le souhaite. Et donc, du coup, j'espère en tout cas qu'après ce projet-là, cette longue absence sera comprise des gens qui sont derrière moi et qu'on puisse vraiment mettre à bien ce qu'on aimerait mettre à bien à l'avenir. En tout cas, c'est fort et c'est tout ce que je te souhaite. Dernière question de l'interview. Dis-moi. On arrive à la fin. Tu nous as donné une bonne énergie, tu nous as expliqué le parcours. En tout cas, moi, j'apprécie, je respecte et j'aime bien la vision. Tu vois. Même si je suis un peu un grand frère par rapport à toi, et j'ai pas l'impression de parler avec un petit, tu vois, avec un plus petit que moi aujourd'hui. Et ça, c'est fort. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? Franchement, la santé, super important. Et de toujours être une source de plaisir pour les gens que je côtoie au quotidien. C'est les deux choses que j'aimerais qu'on me souhaite. Après le reste, je m'en occupe tranquillement. On reste des croyants, donc qu'il y ait des événements positifs ou négatifs, on va prendre tout ce qu'il faut de la bonne manière. Et vraiment, ouais, si je peux être une source de motivation aussi pour les gens qui m'entourent, Dieu merci. Bah mon gars, grosse force à toi. Alors on te souhaite d'être une source de motivation pour les gens qui t'entourent. Merci. D'être quelqu'un de positif pour les gens qui t'entourent. Et la santé, mon frérot. Merci. Merci à toi encore pour l'interview, Assad. Merci à toi. Et vas-y, on reste branché. Et grosse force pour tes projets. Merci pour toi. Merci pour tout. C'est carré? C'est carré.